Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous présenter ma première revue de presse. Et on va commencer tout de suite avec Emmanuel Macron. Donc c'est parti pour la première actualité. Donc sujet à moquerie, Emmanuel Macron, notre cher président de la République française, a eu la conjonctivite la plus longue de l'histoire de l'humanité, l'obligeant à porter des lunettes de soleil. Et évidemment, tout le monde se fout de sa gueule. Bon, on va dire qu'à défaut de régler les problèmes des Français concrètement, au moins il nous fait rire. Moi, je trouve ça assez léger et rigolo. Voilà, ma mère l'appelle Bébel parce qu'il se la joue à la Belmondo. Il bombe le torse, il met des petites vestes en cuir, les lunettes de soleil. Il se la joue à la Belmondo. Bon, écoute, au moins il nous fait rire, c'est l'essentiel. Le deuxième point d'actualité qui me fait beaucoup moins rigoler en fait, c'est que l'Union européenne veut généraliser pour 2027, apparemment, à voir si c'est concret ou pas, l'identité numérique à tous les pays membres de l'Union européenne. Donc, ils vont laisser, je pense, quelques mois pour que toutes les personnes de l'Union européenne, donc tous les Européens, vous, moi, les Français, aient une identité numérique. Donc, c'est-à-dire que ton identité sera sur téléphone avec un QR code, machin et tout ça. Voilà. Le truc, c'est que y a plusieurs choses qui aujourd'hui, moi, me posent problème et on va en parler, on va y aller étape par étape. Mais je vais essayer de pas trop traîner non plus parce que ma revue de presse se veut rapide aussi. Donc en France, par la petite porte, un projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans commence à faire grincer des dents. En fait, il y a une loi qui a été votée qui va interdire les réseaux sociaux à tous les enfants de moins de 15 ans. En soi, pourquoi pas, oui, c'est bien. Le problème, c'est que cette loi va passer par un contrôle systématique de toutes les personnes qui vont sur les réseaux sociaux. Voilà, de 18 à 100 ans, quoi, on va dire. Donc tout le monde devra passer par là, par une identité numérique pour pouvoir prouver son âge. Voilà, c'est tout. Identité numérique. Ou je sais que sur X ça se faisait, tu montrais ta teuté et tout ça et la vidéo calculait le fait que tu ressembles à un adulte, donc tu avais autorisation au contenu sensible sur X. Bon. Mais apparemment, ce qu'ils veulent faire passer en force, c'est l'identité numérique. Voilà, ça sera obligatoire. Ils vont interdire aussi les VPN, ce qui permet de contourner le problème. Donc on n'est même plus dans un scan d'identité, ce qui à la fois peut être problématique aussi. Un scan de ton identité physique, ta carte d'identité. Bref, en fait, on va tous être obligés de passer par l'identité numérique. Donc au 1er septembre 2026, tous les nouveaux comptes à tous les réseaux sociaux, X, Facebook et YouTube, que tu es en train de regarder là, tous les nouveaux comptes devront avoir une identité numérique pour accéder en septembre 2026 aux réseaux sociaux. Pour tous les autres, vous, moi, n'importe qui, c'est à partir du 1er janvier 2027 où on devra justifier notre âge par une identité numérique. On aura 4 mois pour cela. Pourquoi ça fait grincer des dents en fait? Dans un premier temps, c'est qu'à un moment donné, on nous a imposé un pass sanitaire qui, soi-disant au départ, non, ça se fera jamais, puis on nous a imposé un pass sanitaire. Après, on nous a dit, mais c'est seulement provisoire, vous inquiétez pas. Sauf que là, on revient avec une sorte de nouveau pass, un pass réseaux sociaux, où on devra créer une identité numérique. Mais là, où c'est dérangeant, c'est que notre identité numérique pourra être piratée. Alors on nous promet, vous inquiétez pas, on va sécuriser vos identités, arrêtez de pleurer, machin, arrêtez de grincer des dents, nous on va vous protéger votre identité numérique. Sauf qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières semaines, toutes les institutions françaises se faire pirater leurs données, dont l'URSSAF encore récemment. L'URSSAF, tous ceux qui déclaraient des employés à l'URSSAF, toutes les identités de ces employés ont été piratées. On a eu aussi France Travail, Pôle Emploi, on a eu aussi la Poste, je crois. Je te parle même pas de Free, quoi. Je veux dire, moi, j'ai vu passer plein de mails frauduleux. Tous les jours, je suis en train de bloquer des mails frauduleux, des appels téléphoniques, des machins. Déjà, tous les appels téléphoniques qui ne sont pas identifiés par le réseau téléphonique, tu vois. Logiquement, les institutions, tout ça, elles sont
identifié. Donc tu vois que c'est France Travail, pour reprendre France Travail, La Poste et tout ça. Tu vois que c'est eux. Donc moi je bloque déjà tous les numéros de téléphone et j'en reçois un paquet, hein. Des gens qui sont pas identifiés, qui te renvoient à un centre d'appel et machin et compagnie. Bon. Les emails où tu vois, moi j'ai vu mon propre RIB qui était là, et j'avais un mec qui en parlait, il dit méfiez-vous, c'est vos RIB qui sont en train de passer sur internet. En ce moment, je regarde, je vérifie, parce que moi je le connais pas par cœur, effectivement c'est bien mon RIB. Je dis merde, c'est inquiétant quand même. C'est assez Free qui s'est fait pirater tous les RIB et tout ça. Donc en fait, toutes les institutions, tout s'est fait pirater à fond les ballons, mais la seule chose qui nous préserve encore de ne pas avoir trop de problèmes, si tu vas pas cliquer à droite à gauche, c'est notre identité. Voilà, c'est notre identité. Ce qui leur manque pour nous pirater nos comptes bancaires et tout ça, c'est d'avoir notre identité. Date de naissance, machin, tout ça. Une pièce d'identité. Et là, on va leur donner l'occasion, tous autant qu'on est, de pirater nos identités numériques. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier, piratage d'identité? Ceux qui se sont fait voler leur carte d'identité ou ceux qui ont des homonymes euh, comme moi je suis un cas très, très particulier et je vais faire passer vite fait là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En fait, moi je suis né, j'ai un homonyme qui est né à 3 jours d'intervalle dans le même hôpital avec le même nom et le même prénom. Ce qui fait que à partir de 18 ans, dans tous les professionnels de santé, dans les boîtes d'intérim, nos comptes fusionnent. Tu arrives avec ta carte vitale, je l'ai fait chez un professionnel de santé, je suis arrivé avec ma carte vitale, on l'a fait à 5-6 reprises, carte vitale, nom, prénom, boum, mon compte fusionne avec mon homonyme. C'est quand même incroyable. Mon médecin traitant, que j'ai depuis plus de 15 ans, j'y étais la dernière fois, il me parle de trucs que je ne connais pas. Je lui ai dit, bah non, à mon avis, vous avez mon homonyme chez vous aujourd'hui. Il dit, non, c'est pas possible. Il m'affirme, comme l'État aujourd'hui qui t'affirme que jamais on pourra te pirater, il m'affirme que ce n'est pas possible. Ah bah là, il était en colère quand il a vu que les comptes avaient fusionné. Donc moi, mon cas très précis, nos comptes fusionnent. Je reçois le salaire de un tel, de l'autre, ou lui reçoit mon salaire, parce qu'on travaille dans la même boîte d'intérim. Ce qui a été compliqué, quoi. À un moment donné, j'ai reçu 8000 francs, c'était en francs à l'époque. Je comprenais pas pourquoi, quoi, en fait. Mais en fait, c'était ça, c'était mon homonyme. Nos comptes fusionnent. Ce qui peut être grave, c'est que si à un moment donné, il se retrouve à l'hôpital, alors évidemment, il y a des gaz du sang et tout ça, mais imagine, le gars, il a la carte vitale du gars, et il fait pas de gaz du sang, tout ça, il vérifie pas mon sang. Et il me transfuse du sang de l'autre gars. Sauf que moi, je suis O négatif, c'est-à-dire je suis donneur universel. Sauf que je ne peux recevoir que mon propre sang, que des O négatifs. Je peux pas en recevoir d'autres. Donc s'il n'y a pas un vrai contrôle de fait et qu'on me balance du sang de n'importe quel autre Rhésus, et ben je meurs en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et si je meurs ou si lui il meurt, en fait, il est possible que, en fait, moi aussi je sois déclaré mort. Parce qu'à un moment donné, ils arrivent avec le dossier, la carte vitale, le machin, tout ça. Ils déclarent la personne morte, mon homonyme, et derrière, dans l'administration, vu que c'est des incompétents finis, il faut le dire quand même, hein, et bah je peux être déclaré mort également. Et certains vont confirmer, c'est des combats de 10 ans pour récupérer ton identité et ta vie. Voilà ce que peut engendrer le piratage de vos identités numériques. C'est qu'à un moment donné, s'il y a 10 pélos qui ont ton identité numérique, alors ils peuvent avoir des aides, des machins, tout ce que tu veux, ils peuvent te pirater ta banque, ils peuvent pirater plein de choses sur toi, ils peuvent tout savoir sur toi déjà, donc peuvent venir te faire chier H24 pour essayer d'avoir tes codes de carte de crédit, tout ce que tu veux. Ils peuvent même faire en sorte que de recevoir ta prochaine carte de crédit, tout ça. Bref, mis à part tout ça, s'il y en a un qui meurt, toi tu peux mourir aussi. Et ne plus exister. Et quand tu meurs, tous tes comptes sont bloqués. Pour un gars qui s'est arrivé, qui s'est fait pirater sa carte d'identité physique, à un moment donné, son compte bancaire était bloqué, tout était bloqué, il n'existait plus dans la société. Et je crois que c'est un combat de 10 ans pour récupérer son identité. Donc moi, je peux être confronté à ça, mais moi je suis un cas très très rare. Quelqu'un qui se fait voler sa pièce d'identité et qui se fait pirater ça, ce sont des cas encore très marginaux, c'est très très rare. Sauf que maintenant, avec l'identité numérique, si elles s'en font pirater, eh ben ça va arriver à tout le monde.
Et ça peut être problématique. Donc moi, ce dont j'ai peur et ce dont je suis victime depuis mes 18 ans, c'est-à-dire des fusions à droite et à gauche, tout ce que tu veux, et ben ça va arriver à tout le monde. Donc, par expérience, je peux vous assurer que ça va être problématique. Ton identité, c'est le saint graal des pirates. C'est le saint graal. C'est ce qui leur manque pour te dépouiller de tout ce que tu possèdes. C'est le saint graal. C'est très important. Et puis voilà, quoi dire de plus là-dessus? Dernier point quand même, c'est qu'à un moment donné, sur certains réseaux sociaux comme YouTube, qui est une machine à cash, hein, c'est une machine américaine à cash qui rapporte beaucoup d'argent. YouTube se fait beaucoup d'argent, certains influenceurs et d'autres se font de l'argent, et de nos impôts, eh ben, on reverse de l'argent à l'URSSAF, tout ça, à la France. Donc là, c'est la France et toute l'Union Européenne qui sera bientôt touchée. Mais ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, si les gens sont réticents, et les gens seront réticents à ça, YouTube par exemple, quel manque à gagner ça sera au bout de 4 mois en 2027, où que 30 ou voire 40, ou dans le meilleur des cas 50% des gens auront vraiment passé l'étape de l'identité numérique. Mais tu vois pas, 50% de manque à gagner financièrement, c'est tellement énorme, ça va être un drame. Les petits créateurs de contenu comme moi, même certains gros créateurs de contenu, ça va couler. Et de toute façon, YouTube en premier, il y aura un tel manque à gagner. Est-ce que finalement ça va vraiment passer cette histoire? Et à l'époque des GAFA, qu'on voulait imposer tout ça, ils ont tapé du poing sur la table, ça s'est pas fait. Est-ce qu'ils vont pas finalement taper du poing sur la table, surtout YouTube? Je pense que X ça rapporte moins d'argent, tu vois. Facebook aussi, mais YouTube c'est une grosse machine à cash. Tu crois vraiment que YouTube va laisser faire ça? Tu crois vraiment que Trump, aujourd'hui qui menace tout le monde et qui sont pas d'accord avec eux, de taxes douanières et tout ça, de 200% sur le champagne, tu crois qu'il va pas taper du poing sur la table pour dire c'est hors de question pour YouTube, c'est hors de question pour X, c'est hors de question pour Facebook. Entreprise américaine qui rapporte de l'argent, c'est hors de question qu'on va les mettre à mal, tu vois. Donc il y a de fortes chances que ça soit bloqué en amont. Mais si ça passe, ça peut être catastrophique pour tous les créateurs de contenu YouTube et tous les autres, Instagram, TikTok et compagnie. Le troisième point d'actualité, c'est très rigolo au fait, c'est que en fait il y a un lien entre le troisième point et le deuxième point. C'est en mars prochain, l'Union européenne va nous proposer son propre réseau social. Et oui, W, alors soit c'est juste W comme X, toi, soit c'est W social UE. Donc on verra, on ne saura pas quel nom c'est, mais apparemment ce sera peut-être juste W ou W social. Donc ils sont en train de balancer leur propre réseau social là en mars pour en 2027 imposer tout le monde l'identité numérique. Et donc mettre à mal en 2027 finalement les réseaux sociaux américains qui sont des vraies machines à cash. Pensant peut-être qu'ils vont récupérer tous ces gens qui sont frileux de retourner sur ces sites-là, qui vont aller sur leur réseau social à eux. La chose que je me pose comme question, c'est que leur réseau social va-t-il imposer l'identité numérique? Ça serait quand même normal, vu qu'ils nous font chier pour les... Tu sais, les gamins de moins de 15 ans, tu vois, ça remonte déjà à loin, cette histoire. Hein. C'est la première excuse, mais en fait, ça remonte à loin. Mais est-ce qu'ils vont vraiment imposer l'identité numérique sur leur réseau social? Bah sinon, ça va pas fonctionner non plus. Je veux dire, à un moment donné, qui vont ramener, qui va vraiment aller dessus, quoi. Déjà, tu vas être fliqué avec ton identité. La moindre chose que tu vas dire qui va aller à l'encontre de la bien-pensance, de la doxa générale, il y a des flics qui peuvent venir chez toi et venir te poser des questions, voire te poser des problèmes. En Angleterre, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc attention, l'Angleterre qui fait plus partie de l'Union Européenne, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, ça risque de se passer comme ça. Donc leur réseau social, je te garantis un bide monumental. Ça c'est sûr et certain. Le quatrième point d'actualité, on est encore finalement dans ce fameux lien avec la deuxième actualité. En fait, la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont pour rôle de protéger nos données personnelles, dont les futures identités numériques, et de préserver nos libertés individuelles, le fait de finalement ne plus avoir accès à nos réseaux sociaux à cause d'un pass identité numérique, c'est nous priver de nos libertés individuelles. Donc la CNIL est censée nous protéger de nos données identité virtuelles, mais à la fois nous protéger de l'accès aux réseaux sociaux, de notre liberté de va-et-vient sur les réseaux sociaux. Évidemment, il faut avoir 18 ans, évidemment. Après, je pense que les sites comme YouTube déjà sont très très stricts sur ça,
quand toi tu mets une vidéo, je peux t'assurer, si tu mets une vidéo et que tu dis oui, oui, c'est bon pour les enfants, et que ta vidéo c'est un truc violent pour adultes, tu te feras striker direct, hein. C'est déjà très contrôlé. Mais en soi, la CNIL qui est censée nous protéger d'un côté contre le vol de nos données ne le fait pas et n'y arrive pas. Et d'un autre côté, protéger nos libertés individuelles ne le fait pas non plus par rapport à cette loi. Elle devrait s'opposer à cette loi. Mais comme c'est une institution française, eh bah, ça va passer crème. Donc là, l'information, c'est que la CNIL va sanctionner France Travail, anciennement Pôle Emploi, d'une amende de 5 millions d'euros pour ne pas avoir assuré la protection des données des demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils vont lancer une amende de 5 millions d'euros que qui va payer? Bah nous, on va payer en fait. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que on va payer, mais cet argent-là, il va où? Et ben, il retourne à l'État. Donc on va prendre de l'argent qui appartient à l'État, de nos impôts évidemment, et qui va repartir à l'État de nos impôts. C'est totalement ridicule, quoi. En fait, t'as 5 millions d'euros quelque part sur un compte, et ben il va pas bouger en fait. C'est juste histoire de nous dire, regardez la CNIL, nous, hop, on balance des amendes, des machins, tout ça. Mais la CNIL, qui est une institution française, punit une autre institution française qui s'est fait pirater, alors que c'est à la CNIL de faire en sorte de nous protéger. Punir, ça sert strictement à rien. Tu les punis après coup. C'est à eux de faire en sorte de protéger France Travail contre le fait de se faire pirater. C'est à eux d'imposer des trucs. C'est bien gentil de soi-disant punir après coup. De 5 millions d'euros, mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que l'argent ne va pas bouger d'un côté à un autre. Par contre, ça va coûter de l'argent en frais de peut-être de dossiers, tout ça. En fait, la CNIL va nous coûter de l'argent dans cette procédure, en fait, parce que ça va coûter de l'argent la procédure. Mais les 5 millions d'euros, ils vont pas bouger en soi. Ce qui est totalement absurde, ben c'est ça, on marche sur la tête. En France, on marche sur la tête. Et tu vois que là, les 3 informations que je t'ai présentées, c'est un cumul de foutage de gueule, en fait. Un cumul de foutage de gueule. Voilà. Alors pour la 5e actualité, on va un peu sortir de tout ça. Je pense que ça va commencer à prendre la tête à beaucoup de monde. C'est encore, on n'en parle pas trop dans les médias, bizarrement. Ce qui dérange le plus les Français, dans les médias, on n'en parle pas trop. Comme l'affaire Epstein qui a l'air de déranger beaucoup de monde. Moi, le premier, j'ai envie d'en savoir plus. On n'en parle pas dans les médias non plus. Bon, on ne parle pas de cette histoire d'identité numérique qui va être imposée à tout le monde, qui est un vrai problème de liberté. On n'en parle plus. On a parlé que la loi a été votée. Oui, moins de 15 ans, c'est très bien tout ça. On n'en parle plus. Epstein n'en parle plus. Donc c'est vrai que ça a de quoi prendre la tête quand même. Là, c'est un peu plus léger et c'est à la fois une bonne nouvelle. C'est que les salariés des commerces pourront bientôt récupérer les invendus alimentaires dès le printemps prochain. C'est-à-dire que les patrons de distributeurs de bouffe, hein, voilà, des Super U et compagnie, pourront faire don des invendus alimentaires qui ont passé la date de péremption à leurs employés. Donc, ce qui aura pour conséquence, c'est qu'avant, en fait, qu'est-ce qui se passait? Soit les invendus alimentaires qui ont dépassé les dates limites, on les donnait à des associations, soit on les détruisait, on les mettait dans les containers et on balançait de la javel dessus, sur tous les légumes par exemple, pour les détruire. Voilà, c'était ça, ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que personne, on voit beaucoup de personnes qui vivent dans la rue, qui fouillent dans les poubelles et tout ça. Et pour éviter ça, on détruit les aliments, et pour éviter aussi que les employés se servent dedans, on détruit les aliments. Et le moindre employé qui récupère la barquette, le machin, tout ça, je peux dire qu'il est sanctionné et il est dégagé direct. Et là, ils pourront faire don de ça. Est-ce qu'ils le feront concrètement? Je ne sais pas, mais ça, dès le printemps prochain, on verra si la loi, ce que va être la loi. Pour l'instant, c'est assez vague. Mais si la loi impose cela, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les employés qui ont souvent, qui travaillent dans les super-U, qui n'ont peut-être pas des gros salaires, c'est quasiment sûr, pourront récupérer des denrées et tout ça. Il y a des choses que tu peux consommer une ou 2 semaines après. Les œufs, par exemple, hein, tu peux les consommer longtemps. Donc voilà, donc ça reste une bonne nouvelle. Après, les associations qui se gavent, parce que moi je connais une association alimentaire qui se gave, qui se fait des thunes sur ça, qui reçoivent des subventions de l'État, de nous-mêmes, hein, de nos impôts, et qui à la fois reprend les invendus alimentaires pour les revendre par abonnement, certes moins cher, à des gens en difficulté. T'as des associations comme ça, quoi, qui s'en mettent plein les poches sur le dos de l'État et sur le dos des dons. Et c'est pour ça que certaines boutiques alimentaires n'ont plus envie de donner, quoi, à ces personnes-là, et préfèrent finalement détruire, parce qu'ils n'ont pas le choix.
Donc ça reste une bonne nouvelle. Donc là, on va partir sur deux sujets un peu plus légers. On va parler un peu de cinéma. Donc on a Christopher Lee, qui est un acteur, un ancien acteur de films en noir et blanc, surtout de Dracula et des trucs comme ça, qu'on a vu dans Star Wars, qui a joué un méchant avec le comte Dooku dans Star Wars, qui a joué le méchant, le grand méchant dans L'homme au pistolet d'or, un James Bond en face de Roger Moore, et qui a joué Saruman dans Le Seigneur des Anneaux et dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Donc cet acteur-là, il est décédé à 93 ans en 2015, est-ce que j'ai la date? Le 7 juin 2015 à Londres. L'anecdote, en fait, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sur son lit d'hôpital, Christopher Lee a regardé Le Seigneur des Anneaux avec les infirmières juste avant, pour sa dernière nuit, il regardait Le Seigneur des Anneaux, jusqu'à sa mort en fait. Il a passé sa dernière nuit à regarder Le Seigneur des Anneaux, dont il était particulièrement fier. Autant il a eu une bonne carrière, bon il a joué que les méchants, mais bon, c'était des méchants emblématiques. Dracula dans les films en noir et blanc, c'est un méchant emblématique. Un grand méchant de James Bond, bon c'était pas le méchant plus emblématique de James Bond, mais quand même, le comte Dooku qui était un personnage méchant emblématique, et Saruman. Et Saruman, il était tellement fan, tellement fier de cela, que jusqu'à sa mort, jusqu'à sa dernière nuit, sur son lit d'hôpital, avec les infirmières, ça c'est l'anecdote, il regardait Le Seigneur des Anneaux. Et il est décédé le 7 juin, donc le lendemain, j'imagine, le lendemain, il est décédé au petit matin. Voilà, à 93 ans. Je trouve que c'est une anecdote, moi je trouve, qui fait du bien en fait. C'est-à-dire, on parle de la mort, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde, quelque chose de tragique, c'est quelque chose qui peut paraître glauque, mais de savoir que quelqu'un est mort heureux finalement, jusqu'à son dernier jour, jusqu'à son dernier souffle. Il était heureux et fier de ce qu'il avait fait. Ça, c'est important dans la vie, d'être fier de ça. Alors oui, on fera pas tous on fera pas tous des grands films, on sera pas tous heureux de ça. On a Bruce Willis qui a perdu la tête, la mémoire. Enfin, il n'a pas perdu la tête, mais il souffre d'une maladie grave liée à Alzheimer, c'est une maladie liée au cerveau grave où il se souvient même plus d'avoir été acteur. Ça, c'est dramatique. C'est comme il était mort. Ça, c'est dramatique, franchement. Mais on sera peut-être pas tous, je veux dire, des acteurs, parce que là, je dévie un peu, mais en fait, le plus important, c'est d'être fier de ce qu'on a fait dans sa vie, quoi. Ce qu'on a pu faire dans sa vie. Il faut faire quelque chose dans sa vie pour qu'on en soit fier. Si t'as fait que le mal dans ta vie, la fin de vie sera très compliquée pour toi, quoi. C'est déjà d'une certaine manière, sans rentrer dans une religion ou quoi que ce soit, dans un caractère biblique, c'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est vivre l'enfer avant la mort, quoi. Si t'as fait que le mal dans ta vie, si t'as pas réussi à faire le bien dans ta vie, c'est comme vivre l'enfer avant d'aller je ne sais où. Ça sera les croyances de chacun. Donc on va finir avec le 7e point d'actualité qui est un film, la bande-annonce du nouveau film sur les maîtres de l'univers. Bon alors celui-là on l'attend depuis très longtemps. Moi les maîtres de l'univers c'est toute ma vie, quoi. Enfant, le premier film j'ai été le voir quand j'avais en 87, je devais avoir 9 ans, 8-9 ans. J'étais voir le premier film des Maîtres de l'Univers, j'avais été assez déçu parce que, en fait, les Maîtres de l'Univers, c'est un univers héroïque fantasy mélangé à, euh, à Star Wars, en fait, c'est ça, mélangé à Star Wars. T'as des robots, des machins, t'as des pistolets laser avec un Conan le barbare, tu vois, en gros, c'est ça. C'est un gros mélange de fou furieux. C'est très coloré, c'est très vif, c'est très sympathique, ça avait beaucoup d'humour pour le dessin animé, ça avait un côté un peu plus sérieux pour les comics et les jouets. C'était deux univers même totalement différents, faut pas croire. Le dessin animé était très rigolo, machin, avec des grosses blagues et Musclor était un vrai donneur de leçons, quoi. Surtout aux États-Unis, à la fin de chaque épisode, t'avais Musclor qui faisait la leçon aux enfants. Tu disais, tu vois pourquoi il faut pas faire ci, parce que tu vois, il arrive ci, tu vois. En gros, c'était ça. Nous, on n'a pas eu, je crois, ce genre de traduction à la fin. Mais on avait l'humour à la française de Musclor. Quand il bottait les culs gentiment, on va dire, des méchants, bon, il y avait beaucoup d'humour. Et l'univers des comics, c'était plus un univers à la Conan le barbare, tu vois. Car les mini-comics qui étaient vendus avec les figurines, on avait des univers beaucoup plus sérieux, beaucoup plus durs, avec des vrais combats à l'épée, tu vois. Des trucs un peu plus sérieux.
Et c'est vrai qu'arrivé le film en 87, où il n'y avait pas Orko, qui est un petit fantôme qui vole, donc les effets spéciaux n'étaient pas au point pour pouvoir proposer Orko, ni le tigre de combat, tu vois, un tigre qui parle, un tigre géant, tu vois, c'était pas possible. Donc les effets spéciaux, bah, ils étaient réduits à des costumes en fait, des mauvais costumes à la con, quoi. Donc autant Dolph Lundgren qui a incarné le premier Musclor, il était super convaincant en fait. Moi j'ai trouvé vraiment convaincant, il est très stylé tout ça. D'ailleurs j'ai la figurine de Dolph Lundgren du film de 87. Je la trouve elle est vachement réussie, elle est emblématique, quoi. On avait Frank Langella qui est décédé aujourd'hui, qui avait interprété Skeletor. Pareil, il était très convaincant. Ça ressemblait pas à Skeletor, c'est vrai. Mais il était super convaincant. Et quand il se transformait en Skeletor doré, là, avec l'armure dorée, c'était badass quand même, quoi. Il y avait des bons moments. Sauf que le film, évidemment, n'avait pas le budget pour faire un film avec sur Eternia, le Eternia qui est la planète où vivent les maîtres de l'univers, tu vois. Comme c'était impossible d'avoir un budget avec plein d'effets spéciaux, tout ça, en fait, ils ont fait un truc qui se passait sur Terre, voilà. À un moment donné, ils se sont retrouvés sur Terre. T'as plein de personnages inédits parce qu'ils pouvaient pas reprendre la plupart des personnages qui existaient, quoi, en fait. Donc ils ont fait des personnages un peu inédits, quoi. Donc bon, voilà, t'as des personnages rigolos comme Gwildor, tu vois. Bon, et le fait que ça se passe sur Terre, bon, ça, c'était décevant au final. C'était assez décevant, quoi. Après, bon, dans les années 2000, tu as eu des rumeurs après la nouvelle gamme des Maîtres de l'Univers en 2002 et tout ça, et le nouveau dessin animé, qui était très badass, hein, était vraiment badass. Très très bon dessin animé, mon préféré, hein, franchement, de tout ce qui s'est fait autour des Maîtres de l'Univers. C'était vraiment le dessin animé de Mi-X, c'était mon préféré. Par rapport au mini-comics, au machin, tout ça, pour moi, c'était l'univers préféré. Et en fait, il y avait déjà des rumeurs de ça, des rumeurs qui pouvaient. Il y avait des scripts qui tournaient. Et à un moment donné, tu as eu Transformers, le premier Transformers. Alors, je sais plus l'année, je crois que c'est peut-être 2012-2013, où tu as eu le premier Transformers qui est tiré finalement d'une gamme de jouets des années 80, que moi, je connaissais pas très bien en fait. Et en fait, ça a eu un énorme succès, les films étaient géniaux, c'était super et tout ça. Et tu avais toujours ce fameux script qui tournait, et je pense que depuis 2013, 13 ans après, on va dire, enfin, on va avoir ce film-là. Et après 87, bah 87, ça fait 29 ans plus tard. 29 ans plus tard, après le premier film, on aura enfin un nouveau film sur le maître de l'univers qui, je dois bien t'avouer, après avoir vu la bande-annonce, me rassure d'une certaine manière parce qu'il ne va pas se passer sur Terre, même si le prince Adam est envoyé sur Terre, qui est finalement l'origine de la reine Marlena, la mère de Musclor, tu vois, qui vient de Terre, qui s'est écrasé sur la planète Eternia et qui finalement est tombé amoureux de Randor, le capitaine Randor à l'époque, avant de devenir le roi Randor et donner naissance au prince Adam et à Shira aussi, qui est un autre personnage emblématique de l'univers. Mais on va dire c'est un univers un peu à côté, c'est les princesses du pouvoir. Bon, on n'y est pas encore, hein. Donc en cela, ce qui est rassurant, c'est qu'on retourne vraiment sur Eternia et qu'on voit enfin des personnages numériques comme Gringer, le lion, toi, le lion qui est un lion peureux qui se transforme en tigre de combat. Bon là, il n'y a pas de lion peureux, apparemment c'est directement un gros tigre de combat que Musclor va chevaucher après, qui va lui mettre une armure, tout ça et compagnie. Bon. Moi je suis assez content d'une certaine manière sur ça, ça va se passer sur Eternia, qu'il y ait plus de personnages qui aient vraiment existé dans l'univers et pas des nouveaux personnages inventés avec des costumes à la con. Sauf que bah c'est des costumes à la con en fait. Pour tous les personnages, c'est des costumes à la con. On a des personnages qui sont un peu maigrichons. C'est vrai que ça change de Conan le Barbare avec John Milius, où tu avais un Schwarzenegger qui pouvait interpréter Musclor. Dolph Lundgren, j'ai trouvé très convaincant aussi. Là, bon, le gars, il est plus ou moins convaincant, c'est pas trop. On a un Idris Elba qui, lui, est super massif. En maître d'armes, sans raison, parce que maître d'armes n'a pas à être plus massif que Musclor. Et même que Fisto qui est le frère, qui est censé être le frère du maître d'armes. Mais là, c'est plus possible parce qu'il y en a un qui est blanc et il y en a un qui est noir. Donc, à part d'être des frères adoptifs, mais ça rentre, ça serait compliqué. Tila, on sait que ce sera vraiment la fille. Tila qui est censée être la fille adoptive, mais
en réalité la vraie fille du maître d'armes, qui est pareil, blanc, noir, bon ok, donc on oublie toutes les histoires, l'univers qui s'est créé autour finalement de certaines choses comme ça, comme qui est vraiment le père de Tila et tout ça. On a soupçonné Fisto par rapport au dessin animé 2000X, mais après les scénaristes nous ont bien précisé, non non, c'était un leurre, c'est bien le maître d'armes qui était le père de Tila et la sorcière, la mère de Tila en fait. Et qu'en fait, c'est juste que le maître d'armes a perdu la mémoire parce que la sorcière a voulu faire en sorte de garder la sorcière qui est devenue protectrice du pouvoir du château des ombres et du pouvoir de Musclor, de l'épée du pouvoir. Oui, c'est très compliqué, mais je pense que tout ça en fait, c'est à effacer. Parce que tout ce que j'ai vu dans la bande-annonce, à mon avis, tout ça, ça va passer à la trappe. Ils vont créer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Parce que le dessin animé 2002 a apporté quelque chose de nouveau et plus de réponses à nos questions. Et finalement, bah, c'était un dessin animé génialissime. Sauf que là, on va voir, est-ce que Skeletor est vraiment le frère du roi Randor dans ce nouveau film, ce qui est le cas aujourd'hui? Parce que Randor a affronté Keldor, en fait, qui était son demi-frère, un homme bleu, en fait. Il l'a affronté, et dans un affrontement, il l'a blessé gravement. Et Keldor a fait appel à Hordak, un grand méchant qui lui vient d'Eteria, le grand méchant de She-Ra. C'est très compliqué ce que je dis, je pense que tu vas rien comprendre. Et qui derrière est devenu Skeletor. Est-ce que tout ça, en fait, on va l'avoir? Parce qu'on a des clins d'œil intéressants, hein. À un moment donné, quand ils tentent de reprendre dans un magasin de figurines de jouets l'épée qui est sur une statue qui a l'air d'être Conan le barbare, en fait c'est Vicor. C'est la première, c'est le premier prototype d'une certaine manière. Mais à un moment donné, ça ressemblait tellement à Conan le barbare qu'ils se sont dit, bah non, on va pas proposer une figurine qui ressemble trop à Conan le barbare. Donc, mais c'était un des premiers prototypes. Voilà, on l'a eu en joué un peu plus tard, mais voilà, donc c'était un petit clin d'œil intéressant, tu vois. Mais en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils vont réinventer les maîtres d'univers. Bon, pourquoi pas. Mais bon, des gars qui sont un peu maigrichons, Fisto est un peu maigrichon, Tila qui est totalement désexualisé, quoi. C'était la nana qui était le personnage qui est super sexy, genre Wonder Woman, tu vois, une sorte de déesse avec. Et c'est une déesse en fait, hein. Finalement, c'est une future déesse. Et c'est une fille d'une déesse. Donc Tila qui est une déesse sexy, machin, avec des bottines à talons, des jupettes, décolleté, tout ce que tu veux, des vraies nanas sexy, même dans le dessin animé filmation des années 80. En fait, là, ils ont mis une tenue de cosmonaute ultra large, même pas moulante. Donc, c'est la mode de désexualiser les femmes pour pas que les femmes puissent attiser le désir des hommes, en fait. Si ça, c'est pas une idéologie qui est un peu moisie du cul aujourd'hui, qui me pose vraiment un problème, je trouve ça dommage. Alors, peut-être que je parle trop vite, peut-être que c'est juste le début et qu'elle va mettre sa vraie tenue, tu vois. Mais quand je vois la tenue de Roboto qui est un peu pas terrible. C'est très terne en fait. C'est un univers qui est super coloré. Et il y avait moyen de faire un truc très coloré en fait. Et c'est vachement terne, c'est vachement gris. Le maître d'armes il est censé être beaucoup plus coloré entre les verts et les orangés pour la tenue. Non, c'est très très terne. Fisto il est terne. Spicor, qu'on voit à peine, il a l'air mou. Il a l'air pas terrible quoi, je veux dire. Il fait pas aussi. Il est pas aussi impressionnant que même la figurine vintage, qui était une figurine colorée et rigolote. Il avait ce côté impressionnant, Spicor, avec sa fourche au niveau de la main. Il était toujours. Moi, c'était la figurine la plus badass que j'avais. Je la trouvais vraiment badass, et quand je la faisais bagarrer aux autres, c'était le grand méchant. Pour moi, c'était le grand méchant à battre, tu vois. Spicor, pour moi, était vraiment le grand méchant à battre quand j'étais gamin. C'était pas Skeletor. Par contre, pour Skeletor, je trouve badass. Voilà. C'est le seul personnage que j'ai trouvé crédible et badass. Quand j'ai vu Skeletor, je dis ouais, ça c'est sympa. Le monstre, on le voit à peine. Il a l'air intéressant, fait par image de synthèse, hein, parce que sinon on va se retrouver avec un monstre comme le film de 87 ou avec un costume quoi. Bref, je suis à la fois enthousiaste, oui j'irai voir au cinéma parce que c'est mon univers, oui j'apporterai une critique dans une vidéo derrière, mais à la fois, bon, sans que ils vont réinventer le truc. Et j'espère que l'histoire sera bien quand même, que je passerai un bon moment à regarder ça, que je serai quand même content de voir les maîtres d'univers, les personnages et tout ça. Donc voilà, après une magnifique chasse d'eau, je vais te dire au revoir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je ne les ferai qu'en low voice
parce que je veux pouvoir proposer une série en low voice pour ceux qui sont un peu trop allergiques au chuchotement. Donc en low voice, évidemment, je parle pas avec ma vraie voix très très forte, toi. J'essaie de la lever, mais si je la lève, à mon avis, ça va te casser les oreilles en fin de vidéo. D'ailleurs, je vais être presque obligé de couper ça ou de baisser le son. Donc voilà, donc j'espère que tu as apprécié. Donc il faut, si tu as apprécié, évidemment liker, ça aide cette vidéo et même ma chaîne à prospérer. T'abonner, parce que je vois qu'il y a 40% des gens qui regardent des heures et des heures de mes vidéos. Sur la durée de visionnage en heures de toutes mes vidéos, 40% des gens qui participent à ça ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je comprends pas pourquoi. Après, bon, si tu apprécies ce que je fais, si tu veux vraiment me soutenir, si tu veux que je continue, t'abonner c'est important quoi. T'abonner, est-ce que c'est plus important de liker ou de commenter? Les trois sont importants. Si tu peux faire les trois, fais-le. Si tu peux laisser un commentaire de temps en temps, fais-le. Liker systématiquement, ça te coûte rien. Ça t'oblige en rien et ça fait vraiment, ça fait la différence, tu vois. Et pareil, quand tu cliques sur une vidéo et plus longtemps tu vas le regarder la vidéo, c'est le clic par impression. Ça c'est pareil, ça aide la chaîne à monter. Donc voilà, je compte sur toi. Si vraiment tu veux que cette série, par exemple là, et bah continue et tout ça, que je puisse la proposer à l'avenir encore et encore chaque semaine, et bah je compte sur toi pour t'abonner, pour liker, pour commenter, pour regarder le clic par impression quand tu cliques sur la vidéo pour la première fois, la regarder le plus longtemps possible. Et voilà. Donc je compte sur toi et je te remercie par avance. Et évidemment, je remercie tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne depuis longtemps et qui commentent et qui, même de temps en temps et tout ça, c'est pas grave. Je remercie tous ceux qui font en sorte que ma chaîne aujourd'hui puisse exister, que j'ai pu en faire une micro-entreprise. Je vous remercie tous pour ça. Et je suis content de pouvoir proposer cette vidéo-là. Ça fait longtemps que je voulais proposer des vidéos comme ça, revue de presse ou breaking news et compagnie. Je suis content de pouvoir te la proposer. Je pense que là, je suis pas mal. Donc voilà, quoi dire de plus, hein. Donc merci pour tout. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Allez, bye bye.